Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et bien sûr avec la presse quotidienne régionale et TV5 Monde qui nous diffuse, vous le savez. 3 parties dans cette émission, le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter, puis Territoire d'info avec l'invité politique en direct ce matin. C'est le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse qui est notre invité, donc c'est Jean-Michel Blanquer qui sera en direct dans Territoire d'info. Et puis la troisième partie de cette émission, c'est l'actualité parlementaire et politique, et notamment au Sénat. Voilà, merci, à tout de suite pour le JT des territoires. On commence ce journal avec le dernier jour du Congrès des maires de France. Dans les allées de la porte de Versailles, les élus sont certes à Paris pour dialoguer, mais aussi trouver des solutions pour faire face à leurs dépenses quotidiennes. C'est leur préoccupation. C'est un reportage de Quentin Calmet de Public Sénat. Salon des maires à vos catalogues, bancs publics, signalisation ou encore luminaires. C'est ici dans le hall voisin du Congrès des maires que les édiles peuvent faire leur shopping. Il est certain que ce salon est complet dans toute son offre, puisqu'on retrouve du logiciel au mobilier de crèche jusqu'au mobilier urbain. Sur le stand de Vincent Caru, on expose surtout des lampadaires. La tendance cette année, ce sont ces modèles à LED. L'attrait de la technologie LED génère une certaine curiosité de la part des élus, puisque c'est le type d'investissement qui permet de réduire de façon extrêmement importante la consommation énergétique. Faire des économies, c'est la principale préoccupation des maires, croisés dans les allées de la porte de Versailles. On économise quand même en venant au salon parce qu'on arrive à avoir des tarifs assez compétitifs. Et on essaye de trouver le meilleur prix au moment du salon. Des maires qui ont revu leurs ambitions à la baisse avec la diminution puis le gel des dotations. On ralentit nos investissements, bien évidemment, qu'on n'a pas trop le choix. Nous, on avait un projet même de centre nautique qui était programmé sur ce mandat-ci, qui est reporté, voilà, et qui va être peut-être réfléchi différemment suite à ces baisses de dotation. C'est vrai que nous, par exemple, un exemple sur la ville de Roscoff, on a perdu 300 000 € par an en 6 ans sur un mandat, c'est 1,8 million. 1,8 million, c'est un beau projet qu'on peut réaliser. Des réformes territoriales aux conséquences tangibles et chiffrées aussi pour les exposants. Sur ce stand, depuis la loi NOTRe, les commandes ont baissé de 15% et ne sont jamais revenues à la hausse. Tout à fait autre chose. Vous avez dû vous aussi ressentir les premiers froids. La préfecture du Rhône lance son plan hivernal. 1200 places seront disponibles cet hiver pour les personnes dans le besoin. Plusieurs centaines pourront être ajoutées en ouvrant des gymnases en cas de froid. Plus de détails avec les équipes de Télé Lyon Métropole, notre partenaire. Le froid s'installe dans le Rhône depuis quelques jours, de quoi mettre en difficulté les plus démunis. Comme tous les ans, les services de l'État lancent donc le plan hivernal pour loger les personnes dans le besoin. Des hébergements temporaires viennent ainsi grossir les 5700 places disponibles toute l'année dans le département. On va rajouter 1200 places, 850 qui sont des places qui seront ouvertes quelles que soient, si je puis dire, les conditions, et puis le reste qui seront ouvertes au moment des grands froids, avec notamment l'ouverture de places dans des gymnases. Donc on a un dispositif qui est calibré. Calibré mais progressif. Pour l'instant, seulement 187 places sont accessibles. Là, on est en train de préparer des nouveaux sites. Cette semaine, il y a encore des places dans le nord du département qui ouvrent, que ce soit à Villefranche, sur le territoire de la commune de Montsol. Et puis, on a un bâtiment qui est la caserne Chabal qui va être densifié. On va ouvrir de nouvelles places d'ici la fin de la semaine et la semaine prochaine. Mais c'est vrai que le plan hivernal, il sera vraiment complet plutôt au début de l'année. Sur les 15 derniers jours, 2000 personnes ont joint le SAMU pour solliciter une aide d'urgence. Des demandes en augmentation de 4%
4% par rapport à 2017. Et avec ces températures, les chauffages se rallument. Attention aux intoxications au monoxyde de carbone, un gaz indolore qui cause plusieurs milliers de décès chaque année, des accidents qui peuvent être évités grâce à un bon entretien de vos matériels, mais aussi à la pose d'un boîtier détecteur. Frédéric Laurenson pour Le Télégramme, chaîne partenaire, nous l'explique. Pour David, c'est la période de chauffe. Ce chauffagiste a rendez-vous chez une cliente pour vérifier la chaudière de l'habitation. Une vérification annuelle obligatoire depuis le décret paru en 2009. David vérifie le bon fonctionnement et surtout la bonne évacuation des gaz et le fameux monoxyde de carbone. Alors ça, c'est mon petit détecteur donc, de monoxyde de carbone. La valeur, c'est des ppm, donc particules par millimètre. Donc ça permet de savoir si justement l'évacuation des gaz brûlés est correcte. Donc ce qui peut se produire, c'est qu'on ait une mauvaise combustion de la chaudière. Et on a aussi le problème des conduits de fumée qui peuvent être bouchés. Contrairement au CO2 que nous expirons en permanence, le CO est hautement toxique. En France, le gaz est responsable de 50 décès par an et près de 1300 personnes intoxiquées. Un passage dans le caisson hyperbare à la Cavale Blanche à Brest est souvent nécessaire pour réoxygéner le sang et éviter les embolies. C'est intéressant de se doter de ce petit appareil qui n'est pas plus gros qu'un détecteur de fumée, qui coûte une vingtaine d'euros également, que vous trouvez dans toutes les surfaces commerciales et les surfaces de bricolage, que vous installez à côté de vos appareils de chauffage, d'appareils de cuisson ou autres. Si vous avez vraiment les vieilles installations, les vieux gros pianos pour cuisiner, mais surtout les appareils de combustion parce que c'est eux qui vont dégager le plus de monoxyde de carbone sans que vous le sachiez. Dans les années à venir, les intoxications au monoxyde de carbone pourraient diminuer fortement avec les nouvelles chaudières à ventouse. Celles-ci sont hermétiques et les échanges d'air et de fumée n'ont lieu qu'à l'extérieur de l'habitation. On se rend en Nouvelle-Aquitaine où il y a du nouveau dans la filière viticole. En début de semaine, une enquête a placé la Gironde au 4e rang des départements qui utilisent le plus le glyphosate. Une information qui vient ternir les efforts faits par la profession. Le Salon mondial des innovations technologiques à destination des professionnels de la filière s'est ouvert à Bordeaux et l'étude a beaucoup fait parler. Reportage de Christophe Chavanneau pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Entre robots, chaînes d'embouteillage, tonnellerie et matériel de chez, les innovations technologiques ne manquent pas à Vinitec. Chacun rivalise d'ingéniosité au service de la viticulture et du vin. Mais un mot s'affiche partout dans ce salon mondial, environnement. La pression est de plus en plus forte autour de l'utilisation des pesticides, si bien que les constructeurs doivent s'adapter plus vite que jamais. On est devant une forme de révolution pour accompagner cette demande. Vous l'évoquiez, les variétés résistantes à l'échéance qui se déploie, à l'échéance 2025, peut-être un peu plus longtemps. Donc on est plutôt sur du moyen long terme, mais il y a une urgence. La réduction des herbicides de synthèse, la réduction des produits phytosanitaires. Je crois que les viticulteurs, les agriculteurs en général ont bien compris le message. C'est les premiers concernés, c'est les premiers exposés. Je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles pratiques. Ces salons, leur dynamique montre bien la volonté de changer ces pratiques. C'est le cas de cette entreprise aquitaine qui a reçu le prix spécial du jury du salon pour son innovation qui rend la pulvérisation de produits phytosanitaires plus efficace et plus écologique. On a commencé à avoir une agronomie et puis des capteurs qui permettent de moduler les doses appliquées dans la vigne. Il y a par exemple sur une vigne chétive ou une vigne qui est très vigoureuse, j'ai pas forcément besoin de mettre la même dose. Alors, je ne suis pas agronome, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais les modèles sont là. Mais les pulvérisateurs actuels sont très limités. Et là, on offre un outil qui permet réellement et très simplement, soit avec un GPS, soit demain avec des capteurs embarqués, d'adapter la dose en quasi temps réel. Pour autant, il faut prendre en compte le temps agricole qui exige un temps de transition. Les viticulteurs aujourd'hui ont besoin aussi de faire comprendre que cette bascule, ce changement, il prend un peu de temps. On ne change pas des pratiques et des méthodes que l'on connaît depuis 40 ans en quelques mois ou même en 2-3 ans. Il faut un peu plus de temps d'adaptation pour sortir de certains produits, attendre des alternatives ou de produits plus doux ou de matériel plus performant pour répondre aux besoins de culture de la vigne. Ce qu'on appelle la transition écologique, elle a un coût. Elle a un coût. Et elle aura un coût pour le consommateur. On ne peut pas vouloir des méthodes différentes et imaginer qu'elles sont moins coûteuses. Elles sont plus coûteuses, donc il faudra qu'on l'intègre dans le prix d'achat. Aujourd'hui, les consommateurs savent que lorsqu'ils achètent parfois local, ça coûte un peu plus cher à produire que des méthodes industrielles qui arrivent parfois de plusieurs milliers de kilomètres quand on parle de fruits ou de légumes par exemple. Pour cette 21e édition de Vinitec Sifel, un espace éco-phyto et agroécologie a même vu le jour.
Silence, on lit. C'est quelquefois difficile mais nécessaire. Comment donner ou redonner le goût de lire aux enfants? Un collège de la Loire a peut-être trouvé la solution. Chaque jour, pendant 10 minutes, les élèves lisent en silence absolu, profs et personnes administratives compris. Un reportage d'Alice Canivet pour TL7, Télévision Loire 7, notre partenaire. 11h45 au collège Saint-Joseph et un silence peu habituel. Pourtant, les élèves sont bien à leur bureau, les cours ne sont pas finis. Mais silence, on lit. Au CDI, Aïcha a choisi une bande dessinée sur la Première Guerre mondiale. Depuis que je fais silence, on lit, je lis un peu plus, parce que du coup j'ai envie de finir le livre plus tôt. J'aime bien lire sur la guerre. Je trouve que c'est bien de savoir ce qu'il y avait avant nous. Ici, la fréquentation a doublé. Interdiction de sélectionner une revue ou un manuel scolaire, mais la documentaliste est là pour guider les élèves. Il y a eu des demandes d'élèves, notamment les 6e, qui m'ont beaucoup demandé d'histoires en lien avec la mythologie ou les monstres. Donc voilà, j'ai pu les... Alors je peux pas vous montrer les livres puisqu'ils sont empruntés, justement. Les livres ont la particularité d'être classés par thématique, donc ce qui peut déjà les aiguiller de manière autonome pour choisir le roman qui peut leur convenir. À l'étage du dessus, le directeur aussi se plie à la règle. Moi j'ai choisi un livre, on va dire, d'actualité qui traite du retour des soldats à la fin de la guerre 14-18. C'est le contrat signé cette semaine. Enfants et adultes doivent lire silencieusement tous les jours. Par manque de temps, je lis assez peu de romans, je lis plus des choses techniques. Justement, ça fait un peu du bien de pouvoir couper 10 minutes par jour et de se dire je vais vers une lecture plaisir qui n'est pas liée à mon activité professionnelle et c'est assez récréatif. Au collège Saint-Joseph, les bandes dessinées et les mangas ont la cote. Mais c'est permis. Lire, c'est d'abord un plaisir et bien sûr, il n'y a aucune évaluation. Les objectifs, c'est d'avoir des élèves lecteurs. Pas forcément des grands lecteurs, des élèves qui arrivent à faire la paix avec le livre et qui arrivent à se mettre dans le calme et en silence pendant 10 minutes. Un moment magique, comme vous avez pu le voir, où il n'y a pas de bruit, le temps s'arrête et on lit. En 3 jours, on se rend compte que les 10 minutes de silence quotidienne font du bien. Au mois de janvier, les élèves de CM2 devraient rejoindre le mouvement. Voilà, et on va appliquer ces méthodes dans la matinale d'info. Dans un instant, c'est les unes et les titres de la presse quotidienne régionale et aussi des sites numériques de cette presse. On les regarde ensemble dans un instant. Bonjour Saveria, dans la presse quotidienne régionale ce matin, les gilets jaunes. Bien sûr, on commence avec Ouest France et des pistes pour sortir des blocages. Comment sortir de la crise? Il faut sortir du mouvement de contestation par le dialogue et l'explication. C'est la réponse d'Emmanuel Macron hier soir. D'autres voix politiques et syndicales comme Daniel Cohn-Bendit ou encore Laurent Berger proposent également des solutions. En ce qui concerne les prix à la pompe, c'est l'un des gagnants de la hausse des prix des carburants, le super-éthanol. Il est moins cher et moins polluant. Ses ventes ont bondi de 43% cette année, à lire dans Ouest France aujourd'hui. Et à la une de la Nouvelle République du Centre-Ouest, le deuxième grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la maternité du Blanc, bien sûr. On en a parlé à plusieurs reprises ici. La fermeture de la maternité du Blanc a été actée le 19 octobre dernier. Les défenseurs du site, eux, continuent à se mobiliser. Hier, ils étaient une centaine à faire le déplacement à Paris pour faire entendre leur colère. Après la porte de Versailles, ils se sont rendus à l'Assemblée nationale, puis au ministère de la Santé et enfin place de la République. Et sur place, vous le voyez sur cette photo, ils ont mené plusieurs actions, à commencer par une opération spectaculaire vêtue comme les servantes écarlate de la série télévisée américaine. Et de Nouvelle-Aquitaine, on passe de la Nouvelle République à Sud-Ouest. Et c'est comment taxer les géants de l'Internet, se demande le grand quotidien régional de la Nouvelle-Aquitaine ce matin. Le projet de taxe européenne sur les GAFA, un projet que la France soutient.
a du plomb dans l'aile. L'objectif, c'est de compenser l'optimisation fiscale des GAFA, une mesure largement soutenue par l'opinion publique et puis par la classe politique. Et pourtant, le projet de taxe GAFA est mal en point. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a été contraint mardi d'accepter de repousser l'éventuelle mise en œuvre de cet impôt sur les GAFA, repoussé à la fin 2020, en cause les résistances affichées par certains pays européens sur le sujet, notamment l'Irlande, le Danemark et la Suède. Et puis tous les matins, on se demande ça dans cette émission, comment décrocher la Lune? Et c'est une demande que fait également l'Écho de Vienne ce matin. Comment décrocher la Lune? En construisant un observatoire en Haute-Vienne. Ils sont 2 hommes à avoir fait le même rêve, Francis Petit-Coulot et André Borde, qui rêvaient chacun de leur côté depuis longtemps de la création d'un observatoire astronomique en Haute-Vienne. Ils viennent de lancer une cagnotte en ligne pour financer ce projet. Objectif, contribuer à la création de cet observatoire à Périac, un environnement préservé de pollution lumineuse. Le budget est estimé entre 180 et 220 000 euros. Et je vous remercie, Saveria. On termine avec la Provence et un boxeur très particulier. Il a 95 ans, il a été champion dans les années 50. Les années 50, il vient de réaliser son rêve, enfiler à nouveau des gants, 60 ans après avoir quitté les rings. C'est José Belmont qui a impressionné tout le monde, y compris son entraîneur. Une jolie histoire donc à lire dans la Provence. Je suis sûr que Michael Zamès, le rédacteur en chef de cette matinale, va se précipiter sur ce papier de la Provence. Merci Saveria. À tout à l'heure pour la 3e partie de cette émission, l'actualité au Sénat parlementaire et politique. Tout de suite, on passe au Club de la presse. Dans un instant, Pascal Jalabert et Jean-François Beige. À tout de suite. Voilà, bonjour Pascal Jalabert, bonjour. Vous êtes bien sûr, nul ne l'ignore, représentant du groupe EBRA sur ce plateau. Je ne sais pas pour quel journal vous serez là ce matin, mais en tout cas... On va prendre le Dauphiné libéré. Voilà, c'est 9 titres de la presse quotidienne régionale qui sont partenaires de notre émission, merci. Et puis Jean-François Beige, bonjour, vous dirigez le courrier du Parlement. Bonjour, merci beaucoup d'être là ce matin avec nous. On va revenir tout de suite sur l'intervention devant les maires de France, reçus à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Hier, on va écouter le président de la République et puis on revient sur ce qui s'est dit hier soir après. Je ne suis pas heureux quand je lis les sondages qu'on nous donne et les retours d'inquiétude qu'il peut y avoir sur les doutes que certains maires peuvent avoir, la volonté de ne pas forcément se réengager, mais c'est le symptôme d'une pression collective, d'un mal-être qu'il y a, de quelque chose qui bouscule tous les décideurs publics. Et quand je dis tous les décideurs publics, c'est vous et moi. Voilà, le président de la République hier soir à l'Élysée devant les maires de France, Jean-François Beige. C'est un Emmanuel Macron en mode séduction devant des maires qui sont arrivés inquiets à l'Élysée. Oui, on peut parler de calinothérapie, bien que ce soit un peu un cliché. Le président veut rassurer les maires, mais je ne sais pas s'il emploie vraiment les bons arguments, parce que quand il leur dit « vous êtes critiqués, on critique les élus, on fait procès des élus », après tout, en 2021, il va y avoir une campagne électorale et ça fait partie de la démocratie de critiquer les élus. Il faut que, si on est élu, il faut accepter la critique. Alors après, c'est vrai que le procès permanent des élus est assez insupportable. Mais est-ce que ce sont les citoyens qui le mènent, ce procès? En fait, non. Les maires, ce dont ils se plaignent surtout, c'est du fait qu'avec la loi NOTRe, ils ne savent plus où sont leurs repères dans les départements. Ils se plaignent de perdre des dotations. Hein, c'est la plainte principale. Et ça... J'ai l'impression que le président de la République n'a pas été très concret à ce sujet. Pascal Jalabert, il a quand même changé le ton et la forme, on peut dire? Je crois que sur le ton et la forme, en effet, il a réussi son exercice. C'est toujours plus facile de jouer à domicile qu'à l'extérieur, si je puis dire. Donc, en faisant venir à l'Élysée, dans la salle des fêtes, les maires, il avait moins de chances d'être sifflé ou conspué qu'en se rendant d'ailleurs le froid de la porte de Versailles, où les gens l'auraient attendu pendant un temps infini. Là, ils sont invités. Et en plus, il aura permis de poser des questions. Donc, mais il a fait des annonces ou pas, le président de la République? Il a fait des annonces qui vont précéder d'autres annonces. Donc c'est un peu compliqué. C'est plus des annonces de dialogue. Oui, on va discuter.
maintenant, ce que les maires ils vont faire leur compte. Ils vont mesurer si la taxe d'habitation est bien compensée à l'euro près en tenant compte de l'inflation. Ils vont mesurer si on revoit les périmètres de beaucoup d'intercommunalités en zone rurale qu'ils estiment trop grandes ou déconnectées de la réalité du territoire. Donc les maires, ils sont comme les Français sur d'autres sujets. Ils attendent des résultats, ils attendent de voir. Revitalisation des centres-villes, le plan pauvreté, les discussions sur la prise en charge des migrants mineurs, qui est un sujet de préoccupation important, tout est au menu de cette intervention, sans qu'il y ait eu de vraies choses nouvelles. C'était plutôt de la pédagogie, hein, Jean-François Beige. Oui, c'est ça. alors, on a un président qui croit beaucoup à la force des mots. Et on s'en est aperçu particulièrement ce mois de novembre, parce que ça c'est comme ça, c'était le calendrier qui était mémoriel, comme il dit, donc il a fait beaucoup de discours. Alors, ça part de grandeur, on la voit, elle est dans le refus de ne pas céder, et il y a beaucoup de choses, donc il est dans la certaine grandeur de la fonction, mais il ne faut pas qu'il ait à côté de la candeur, à côté de la grandeur. Et la candeur, c'est de croire un peu qu'avec des mots, on s'en sort, qu'avec de la dialectique, tout va s'évaporer. Et c'est vrai qu'il faut il faut pas suivre n'importe quelle fanfare quand on est président de la République, mais les mots ont un pouvoir, certes, on a eu des grands présidents littéraires, mais la politique, la conduite d'affaires d'État, c'est pas tout à fait de la littérature. Et l'année prochaine, il a pris rendez-vous pour y aller à la porte de Versailles. Hein. Il a dit cette phrase, il a dit « Ils ne me connaissent pas, 2 heures de débat libre valent mieux que 20 minutes d'expression dans une salle où vous ne pouvez pas répondre ». Il a conclu son intervention comme ça. C'est assez habile, c'est ce qu'il a fait, il l'a dit très simplement. Donc là-dessus... Là, il répond aux critiques de ceux qui le disent. Voilà, il répond aux critiques et du coup... ce matin, les critiques n'ont rien d'autre à faire que se taire. Sauf ceux qui n'étaient pas invités, là, ils peuvent... Est-ce qu'il y a un problème de représentativité, Pascal Jalabert, des maires de France aujourd'hui? Parce que l'AMF avait l'air en décalage par rapport à cette intervention. Alors certes, François Baroin y était, mais le bureau de l'AMF a refusé de s'y rendre. Est-ce que, au fond, l'Élysée n'a pas essayé d'enfoncer un coin là-dedans? Non, alors le bureau de l'AMF, eux, ils font de la politique. Il ne faut pas confondre le maire de base et le bureau de l'AMF. Il y a un décalage entre le maire de base et le bureau de l'AMF. Très clairement, il y a un décalage, mais comme dans toute instance entre le bureau et puis la base. Donc je crois que la question n'est pas là. Aujourd'hui, les réponses qu'attendent les maires, c'est on est à portée d'engueulade du citoyen, on ne sait plus trop où on est dans les intercommunalités, voilà. Qui fait quoi entre le département, la métropole, la région, voilà. Tout est brouillé. Ils veulent garder ce qu'on appelle la clause de compétence générale pour expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est-à-dire qu'une commune peut s'occuper de tous les sujets, contrairement à un département et une région. Donc sur ça, je le redis, ils attendent des réponses concrètes et ils feront les comptes. Alors, un petit mot sur la mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que c'est en train de s'essouffler? On a 3 minutes. Votre Jean-François Beige, votre j'avais pronostic non, mais avec ce qui va se passer samedi. Je crois que les sujets sont liés, en fait, avec les maires qui sont des premiers relais de la démocratie. Dans l'affaire des Gilets jaunes, on les voit pas tellement, ou alors on les voit parfois dans des positions aussi extrémistes ou récupératrices, etc. Ils participent pas tellement à la pédagogie et à l'apaisement, à mon avis. Pourquoi? Parce que justement, on vient de le dire, ils sont pas très bien disposés à l'égard du gouvernement. Alors est-ce que on va vers quelque chose de très déconnecté de tout le système représentatif, avec des gens qui seront des colères, des additions de colère, ou est-ce qu'on va vers quelque chose d'un peu plus relayé et avec l'espoir que tous les corps intermédiaires jouent quand même un peu leur rôle, parce qu'on ne les voit pas trop en ce moment, et là ça peut s'arranger et même peut-être être positif. Pascal Jalabert, les Gilets jaunes à La Réunion, il y a un très fort sentiment des Réunionnais à l'égard des politiques, là, pour aller vers ce que disait Jean-François Beige aussi. Je crois qu'il faut mettre le cas de La Réunion quand même un peu à part, puisqu'on est aussi dans le registre un peu du banditisme, de l'émeute urbaine, donc... voilà, on n'est plus sur du spécifique réunionnais. Mais globalement, sur les Gilets jaunes, oui, il y a un problème de représentation.
Laurent Berger de la CFDT a fait une offre, Cohn-Bendit a en effet donné la solution. À un moment, il faut du monde pour s'asseoir autour de la table et pour renouer le dialogue. Alors, ça tombe mal parce qu'il y a les élections à FO et je crois qu'Édouard Philippe n'a pas voulu faire la part belle à Berger en pleine élection de FO. Mais les corps intermédiaires, ils se plaignent et ils ont raison. Mais à un moment donné, il va falloir qu'eux prennent aussi leurs responsabilités et qu'ils disent on y va. Alors, voilà. je reviens sur la réunion une seconde. Fermeté. Emmanuel Macron prenait la fermeté par rapport à ce qui se passe à la Réunion. On a vu que quand même, c'est là-bas que ça s'est mobilisé le plus dans l'ensemble des dom-toms. Mon collègue, notre ami Luc Laventure, qui sont sur ce plateau, connaît beaucoup mieux ces problèmes. Ce qu'il me disait, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement tous les dômes sont de véritables poudrières qui concentrent des problèmes sociaux, des problèmes d'intégration, pour certains des problèmes aussi d'immigration. Il y a Mayotte, il y a la Réunion, et ça fait des années qu'on met la poussière sous le tapis, que ça coûte cher à l'État sans produire de résultats. Donc à un moment donné, là aussi, il va falloir s'attaquer à la source des problèmes et non pas régler au cas par cas, coup de fermeté. Jean-François Beige et Pascal Jalabert, vous restez avec nous. Vous serez là dans le débrief de l'actualité et des propos de notre invité politique. Ce matin, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, qui est présent, qui est arrivé, qui sera sur ce plateau dans quelques minutes. On va tout de suite regarder ensemble la météo des territoires. Sur le canal 13 de la TNT, vous parliez des dom-toms. C'est la seule météo avec aussi les territoires français de l'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. On la regarde ensemble. On se retrouve juste après, avant le Zap Monde. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Tout de suite, on va regarder ce qui se passe du côté du monde, avec un résumé de ce qui s'est passé cette nuit grâce aux Zap Monde de TV5 Monde, avec, pour commencer, la grogne sociale à Haïti. A tout de suite avec Jean-Michel Blanquer. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Papa ici. Depuis dimanche, les Haïtiens attendaient ce discours. Le président Moïse en appelle au respect des institutions. La Grande Sociale a commencé l'été dernier. Ce mouvement s'appelle le Petro-Caribe Challenge. Les manifestants accusent le gouvernement de corruption dans le cadre de l'achat de barils de pétrole à des prix avantageux, une manne en provenance du Venezuela. Les autorités locales ont mis le paquet. Elles sont allées chercher des migrants pour les amener ici, dans un salon de l'emploi, organisé spécialement pour eux. Nous offrons entre 7 000 et 10 000 emplois dans l'industrie. Ils sont maçons, peintres, couturières, cuisiniers et ne se font pas prier pour postuler à un travail ici au Mexique face aux difficultés à entrer aux États-Unis. La plupart d'entre nous, on est dans le besoin et la réalité, c'est que nous voulons travailler. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent à la sueur de notre front. On ne fait de mal à personne. Nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes des bosseurs. Le monde est un endroit très dangereux. C'est la première ligne du communiqué publié par le président américain pour donner son point de vue par rapport à l'Arabie Saoudite, dans lequel il n'oublie pas de répéter son leitmotiv « L'Amérique d'abord ». Donald Trump a ensuite répondu à quelques questions juste avant de s'envoler pour la Floride et il a laissé la langue de bois
au vestiaire. C'est une situation très complexe, c'est une honte, mais c'est comme ça. L'assassinat du journaliste a-t-il été commandité par le prince héritier d'Arabie Saoudite? Le président américain dit n'avoir pas encore la réponse. Les anges de Victoria's Secret sont-elles en train de perdre leur bonne étoile? Le géant américain de la lingerie enregistre de mauvais résultats dans ses ventes, moins 2% par rapport à 2017 et une perte nette de plus de 42 millions de dollars. Le changement coïncide avec une polémique partie d'une interview du directeur marketing dans le magazine Vogue. La journaliste lui demande si des mannequins transgenres ou grande taille défileraient un jour sur ses podiums. Sa réponse est claire, non, car son spectacle est une fantaisie. Une réponse qui a provoqué les foudres d'une partie de sa clientèle, dont ce mannequin transgenre canadien. Nous donnons de la fantaisie, nous surfons sur la fantaisie, nous sommes une fantaisie. Donc tu ne vas pas me dire qu'on ne peut pas défiler chez vous.